Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Dans notre émission cette semaine, nous parlerons de la 11e édition de la Journée manchante. Si l'hiver vous enchante, vous ne voudrez pas manquer notre chronique où nous parlerons des activités extérieures à faire à Laval. Leur vidéo en action pour une image corporelle diversifiée fait boule de neige. On s'entretiendra avec des étudiantes de l'école Horizon Jeunesse. Et parlant beauté, on vous fera découvrir un spa qui s'occupe non seulement de votre corps, mais aussi de votre âme. On va s'entretenir aussi avec une conférencière et auteure spécialisée dans le domaine du deuil. On fera la visite d'un atelier de sculpture où les œuvres d'art en pierre et en bronze vont vous laisser bouche bée. On va aussi faire la nomenclature des spectacles à ne pas manquer en ville et notre spécialiste cinéma nous fera la critique d'un nouveau film mettant en vedette Johnny Depp. L'édition de la semaine du 1er février 2015 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Notre première invitée est ambassadrice d'un magnifique événement qui, depuis 2005, réunit des enchanteurs et des enchantés. De la Journée manchante, Judith Colombo. Bonjour Judith, bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, merci de me recevoir. Expliquons d'abord ce que c'est que le jour manchante. Bien, la Journée manchante, c'est un projet qui a vu le jour en 2005. Et puis, l'idée de base, c'est de partager la joie à travers la chanson. Donc, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Mais voilà. On touche particulièrement les personnes âgées. Exactement. Bien, le but, en fait, c'est vraiment de former des petits groupes et puis d'aller dans les centres de personnes âgées, mais ça peut être n'importe quelle clientèle ou n'importe quel groupe de personnes qui vit soit de la solitude ou donc des centres pour femmes, par exemple, ou des itinérants aussi. Ça peut être n'importe quelle personne qu'on a envie, avec qui on a envie d'aller partager un moment. La Journée manchante, c'est une initiative québécoise ou ça vient d'ailleurs? Non, c'est en fait Julie Lecourt, donc oui, très québécoise, qui a eu l'idée de créer cet événement-là. Elle voulait faire une différence et elle cherchait une façon de créer un projet qui pouvait aller toucher les gens par la chanson. Puis cette idée-là a fait son chemin. Puis maintenant, donc près de 11 ans plus tard, on peut dire que oui, ça a voyagé beaucoup, cette idée-là. Il y en a eu pas mal de monde qui ont chanté et de gens qui ont été enchantés. C'est quoi les chiffres, ou à peu près? Bien, en fait, des enchanteurs, ça, c'est ceux qui vont vers les personnes pour chanter avec elles. Il y en a eu à peu près 350. Puis c'est un événement annuel, donc on pourrait dire que c'est 350 annuellement, on espère. Et puis, il y a eu à peu près 15 000 personnes enchantées, donc touchées par ces enchanteurs-là. Ça a quoi comme effet sur ces personnes? Parce que vous l'avez vécu vous-même, j'imagine. Judith. Oui, moi, j'y participe depuis 2006 parce que Julie Lecourt, c'est une amie. Donc, en fait, en participant une année, ça m'a convaincue de le faire annuellement parce que cette heure et demie qu'on passe avec les personnes âgées, on le voit par des sourires qui se partagent, par l'illumination dans leurs yeux, on voit que ça fait une différence dans leur journée, que ça brise leur solitude, finalement. Est-ce que c'est vrai qu'il y a, même si les gens sont durement atteints par la maladie de l'Alzheimer, souvent ils se souviennent de paroles de chansons? Est-ce que vous l'avez vécu, ça? Bien, en fait, ce qui est vraiment spécial, c'est que le répertoire de chansons qu'on choisit, c'est des chansons très populaires, donc ils ont tous entendu. Et puis, que ce soit une parole de chanson ou de fredonner l'air, même si les paroles ne sont pas familières, on voit que ça touche vraiment une majorité de ces personnes-là. Ne serait-ce que des fois, la main qui se fait aller ou qui suit le tempo. Alors, on voit que ça... Je ne suis pas médecin, dans le fond, je ne peux pas dire, mais, non. mais on voit qu'il y a comme un impact par la musique. Ouais. OK. Puis on n'a pas besoin d'être un grand chanteur ou une grande chanteuse pour se constituer un groupe qui va de 5 à 10 personnes de chanteurs ou de chanteuses Oui, en fait, pour aller enchanter des gens. Oui, puis c'est très simple. Non, c'est pas un spectacle qu'on s'en va faire. Donc, la note juste, la super voix, là, on n'est pas dans ce registre-là. Alors, c'est simple. On forme un groupe, 5 à 10 personnes. Ensuite, on fait un lien. Donc, on appelle un centre, une résidence près de chez nous. Souvent, c'est une activité bénévole, donc c'est très rare qu'on ait un accueil défavorable. Et puis, ensuite, on choisit nos chansons, très simplement. Et d'ailleurs, il y a un cahier de quoi? 150 chansons ou à peu près? Oui, il y a des chants qui sont suggérés
suggéré sur le site Internet, puis on peut se former notre propre cahier de chant. C'est un module très simple sur le site On peut Internet. imprimer ces chansons. On peut les imprimer. Et puis, dans le fond, l'activité qui dure 1h30, je dirais entre une dizaine de chansons maximum, des chansons populaires que tout le monde connaît. Puis c'est très, très simple de se créer son cahier de chant. Vous qui l'avez fait depuis 2006, est-ce qu'on peut en faire plusieurs dans cette même journée? Parce qu'on parle quand même du 7 février prochain. C'est une journée fixe, c'est le premier samedi de février à chaque année. Donc, mais oui, c'est possible, mais déjà, ce serait bien un groupe dans une résidence, mais c'est possible, là, je l'ai déjà fait 2 fois dans la même journée. Tout à fait, parce que c'est très court. Dans le fond, ça peut durer 1 heure, 1h30, quelques chansons partagées, un petit moment ensemble. Puis, donc, c'est vraiment, s'il faut insister sur une chose, c'est la simplicité de l'événement, là. Et le bonheur que l'on donne. D'ailleurs, l'adresse du site Internet, c'est journéejoie.org. Vous allez vous enregistrer, vous allez chercher votre cahier de chansons et vous allez pouvoir, comme ça, il y en aura partout à travers le Québec de ces petits groupes d'enchanteurs. Oui, il y en a depuis le début, là, en fait, dans toutes les régions du Québec. Il y en a même en Europe. Donc, il y a des groupes en Italie, en France, en Belgique qui se forment maintenant depuis quelques années. Donc, et l'objectif, c'est de faire chanter la planète en 2020. On se le souhaite. C'est vraiment une très, très magnifique initiative. Félicitations, Julie Lecourt, et à vous tous. Alors, journéejoie.org pour tous les détails. Allez enchanter les gens. Cette semaine, Laurence Coutu-Paquin nous parle de guide d'activités hivernales à faire au Québec. Bonjour, Laurence. Bonjour, Amélie. Donc, tu nous parles de 4 guides en particulier. Oui, parce que beau temps, mauvais temps, il faut sortir, profiter de la semaine de relâche. La semaine de relâche qui va être du lundi 2 mars au vendredi 6 mars. Donc, j'ai un premier guide à vous présenter. Le Québec trop cool! Le Québec trop cool. C'est quand même assez abordable. C'est 24,95 le guide. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des activités économiques pour les ados. Donc, tu sais, des fois, on veut faire sortir nos ados de la maison. C'est le bon moyen. Il présente 350 activités qui sont attrayantes pour les 12 à 17 ans. Évidemment, c'est pour la famille au complet, donc pas juste les 12 à 17 ans, mais ça présente des activités adéquates pour eux. C'est des activités pour tous les genres, donc pour les jeunes intellectuels, autant que pour les grands sportifs qui veulent partir à la découverte de nouveaux horizons. Et c'est des sites à visiter en famille où on peut y passer la nuit aussi, et tout ça dans la belle région du Québec. J'espère qu'il y a des activités pour les jeunes aussi qui passent leur journée sur le téléphone pour essayer de les faire sortir de la maison. Ou peut-être pour partager des images de leurs activités via les réseaux sociaux. C'est une bonne idée, ça. Donc, deuxième guide. C'est le J'explore le Québec, mon premier guide de voyage qui est au coût de 19,95. C'est un guide interactif. Ce qui est intéressant avec ce guide-là, c'est qu'il offre un journal de voyage, donc pour raconter tes belles expériences et tout. Ça comprend aussi des activités de bricolage, des jeux et du contenu interactif, comme je l'ai dit. Et ça stimule la curiosité des 6 à 12 ans, parce que des fois, c'est pas facile de faire participer les jeunes quand on voyage ou juste au Québec, par exemple, c'est difficile. Donc, c'est justement, ça veut faire interagir les jeunes. Et ça en apprend beaucoup sur le Québec et les différents endroits intéressants à voir. J'ai un troisième guide aussi qui est la raquette et le ski de fond au Québec. Est-ce que tu as déjà fait de la raquette et du ski de fond? J'ai déjà fait de la raquette il y a belle lurette. Ainsi que du ski de fond, d'ailleurs. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Moi, j'en ai jamais fait, puis c'est quelque chose qui me donnerait goût vraiment d'aller en faire. C'est un guide au coût de 24,95 et c'est pour les parents qui souhaitent faire découvrir à leurs enfants le Québec hivernal, donc de faire profiter les enfants de tout ce qui est la neige, le froid un peu, de rendre ça agréable. Nous faire apprécier le Québec. Exactement. Ça comprend des nombreux conseils pratiques, mais de 200 centres et aires qu'on peut faire du ski de fond et de la raquette dans toutes les régions du Québec. Et ce guide est vraiment adapté aux randonnées en famille. Donc, pour vraiment ceux qui sont amateurs de plein air et de sport, c'est vraiment le guide pour vous. Sais-tu, excuse-moi de t'interrompre, Non, vas-y. mais ça me tenterait, moi, raquette et ski de fond, parce que je fais pas beaucoup de sport d'hiver, mais ça, je pense que... Bien, c'est un bon moyen, je trouve, de profiter vraiment de l'hiver au maximum. C'est une bonne manière aussi de faire du sport, en même temps d'être avec sa famille, d'être bien entouré. Bien, c'est une bonne idée, ça. Et on va où aujourd'hui? Quatrième guide? Le quatrième guide qui propose 150 idées de sorties à Montréal et dans ses environs. Et c'est au coût aussi de 24,95. Ce livre-là, il propose plusieurs activités, beau temps, mauvais temps,
Il faut sortir dehors et s'évader en famille et faire comme ça des petites vacances petit à petit. Toutes ces activités sont proposées à Montréal ou à moins d'1 heure de route de la métropole. Et toutes les activités sont accessibles en transport en commun. Donc, on n'a pas d'excuse de ne pas y aller. Il y a toutes les informations dans ce livre-là sur quel bus prendre et tout, les métros dans les environs de Montréal. Et comme on parlait la semaine dernière, il y a toujours la patinoire du Centropolis à Laval. À Laval pour profiter de l'hiver. Bien, merci beaucoup, Laurence. Merci, Amélie. On reçoit aujourd'hui Stéphanie Vandelac de la Salle André-Mathieu qui vient nous parler de spectacles à venir, des spectacles à ne pas manquer. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça nous fait plaisir de te recevoir ce matin. Merci. On a plusieurs spectacles, des nouveautés par lesquelles on va commencer, Oui. dont Gilles Vigneault. Oui, Gilles Vigneault qui s'en vient à la Salle André-Mathieu dans la prochaine année. On est très heureux de l'accueillir, un monument de la chanson au Québec, nécessairement. Son spectacle s'appelle Paroles et musique. C'est un spectacle qui allie autant la chanson, donc oui, il va chanter, mais aussi une partie entrevue avec une animatrice sur scène avec qui il va discuter un peu de son parcours et de l'histoire qui entoure C'est ça, parce que c'est ses nouveau, chansons. là. Normalement, c'est lui, on l'entend chanter. C'est ça, c'est un concept différent, mais ça va permettre aux gens en salle d'en découvrir ou d'en savoir peut-être un peu plus sur son œuvre. Mais là, c'est pas tout de suite, ça va être seulement pour le 2 octobre. Oui, en effet, mais il faut on réserver, peut hein? acheter nos billets dès maintenant si on veut avoir les meilleures places en salle. Parfait. Il y a Tuck and Patty. Ça, c'est un duo, style jazz. Oui. Qu'on a pu voir justement, je pense, au Festival de jazz. Oui. Alors ça, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, on est très heureux de de les accueillir à la Salle André-Mathieu. On travaille très fort sur la programmation blues jazz pour offrir une programmation très variée en musique. On est très heureux d'accueillir ce duo-là. C'est un couple, ils sont mariés depuis très, très longtemps. Et puis, je pense que ça fait 36 ans qu'ils sont ensemble. Oui, en effet, un couple d'Américains. Ils viennent de la côte ouest américaine. Wow. Donc, ils vont faire un bon bout de chemin pour venir nous voir. Donc, ça vaut la peine de peut-être nous aussi se déplacer. Eux, c'est pour le 3 juin. Oui. Et il y a des supplémentaires. Oui. Corinne Côté. Oui. Une humoriste. Une humoriste. On peut l'entendre à la radio. Elle fait beaucoup de chroniques à la radio. Elle faisait aussi partie des 5 prochains avec Guillaume Wagner, Pierre Hébert, Kim Lizotte et Étienne Dano. Il y a de cela quelques années, on avait pu voir ça sur les ondes de RTV. Et puis... Donc, ça va bien parce qu'elle est en supplémentaire. Ben oui, c'est ça. Donc, finalement, c'est son show à elle. Et il y a déjà plusieurs supplémentaires annoncés à travers le Québec, dont à Laval. Donc, ici, c'est le 10 mai et le 28 mai. Exact. Il y a Valérie Blais aussi, qui est une comédienne, qui a fait son spectacle aussi, qui va bien. Je pense qu'elle faisait cornemuse. Hein? Elle faisait cornemuse. Pas cornemuse même, non. Mais elle était dedans cornemuse. C'est ça, Elle aussi, ça va bien. Elle revient le 26 février, le 17 mai. Exactement. Donc, on l'a découverte aussi dans Tout sur moi, dans lequel elle jouait un personnage, en fait, un peu elle-même, qui est donc l'amie de Macha Limonchik. Et puis, donc, on peut retrouver un peu des teintes de ce personnage-là dans son spectacle. OK. Et puis, c'est bien là, d'encourager en plus des femmes dans l'humour. Oui, il n'y en a pas vrai. beaucoup. Oui. Ça, c'est des nouvelles qui montent. Là. Oui, absolument. OK. Donc, oui, si on a envie d'encourager les femmes en humour, là, c'est le temps. C'est le temps. Oui, c'est des bons talents. Et il y a François Bellefeuille. Lui, là, ça va vraiment bien. Il y a beaucoup de supplémentaires. Là. Oui, absolument. Écoute, La François demande est Bellefeuille, oui, on est en feu. OK. C'est vraiment l'artiste. Beaucoup là, de supplémentaires. Allez voir ça. C'est un spectacle, c'est un humour. Je dirais pas, oui, peut-être différent. On connaît un peu son personnage. Absurde, hein? Oui, exactement. Okay. Ça fait du bien. Moi, j'ai trouvé ça super rafraîchissant comme spectacle. J'ai beaucoup ri. Je le conseille assurément. Et autre chose, il y a du cinéma aussi. Oui, on fait... À la Salle André-Mathieu. Oui, exactement. Il y a le Ciné-Club de Laval à la Salle André-Mathieu les lundis. Pas tous les lundis, il faut aller voir sur le site web, mais toutes les représentations sont le lundi à 19h30. C'est du cinéma de répertoire. On fait ça en collaboration avec le département de cinéma du Collège Montmorency. Et puis, on a des documentaires du cinéma québécois, du cinéma étranger. Des films actuels ou des fois des films qui reviennent, des classiques qui C'est surtout des films actuels. Okay. On a beaucoup de films qui sont, par exemple, en nomination au prochain gala des Oscars. On a, par exemple, Citizen 4, un documentaire sur l'histoire d'Edward Snowden. Ça assure qui pourrait... Oui, puis en tout cas, moi, c'est mon coup de cœur de la saison. Je vais assurément aller voir celui-là. Cette programmation-là, on peut le voir sur le site de Salle André-Mathieu? Exactement. Alors, même chose pour les spectacles, les supplémentaires. Tous les détails sont là. On peut même acheter les billets en ligne. Bien, parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. Au revoir. Michel Lepage est dans le domaine de l'esthétique depuis 25 ans.
Elle est propriétaire de la clinique Électrolyse et Spa Beauté de Laval sur Saint-Martin. Bonjour, Michel. Bonjour. Donc, vous vous occupez non seulement du corps de vos clients, mais également de l'âme. Ça va bien au-delà de juste des soins corporels, souvent. C'est l'importance pour moi, la beauté intérieure, c'est la plus grande importance. Parce que quand on se sent belle à l'intérieur, on va le dégager puis on va être belle à l'extérieur automatiquement. Je reçois beaucoup de femmes, hommes et enfants au salon. Et puis, on me dit souvent, c'est pas un salon d'esthétique ici, c'est un salon de psychologie. Quand je ressors d'ici, je me sens toujours mieux à l'intérieur de moi-même. Pas juste, ça c'est beau, ça c'est beau. Je me sens beaucoup mieux à l'intérieur de moi-même. Et pour moi, ça, c'est l'importance. C'est le plus beau travail au monde. J'ai le plus beau travail au monde. Mais oui. C'est une passion depuis 25 ans, j'en mange. Si mon mari ne m'attendrait pas à la maison, moi, je coucherais là. Oui, à ce point-là. J'adore. Hey, c'est fantastique. J'adore. Puis j'en remercie le bon Dieu à tous les jours pour le travail que je fais et que la passion reste toujours et c'est toujours de plus en plus fort. Vous êtes vraiment en mission pour rendre le monde meilleur. J'essaie de faire toujours de mon mieux. Et puis, pour les soins, en fait, vous êtes esthéticienne, électrolyste, technicienne laser, donc IPL, épilation, photorajeunissement, acné, couperose. Il y a d'autres professionnels sur place aussi qui ont... Nous sommes 8 professionnels, en fait. Cynthia Laplante, qui est massothérapeute, orthothérapeute, kinésithérapeute. Oui. Sonia Raymond, kinésie, masso, ortho. Sandra Reason, qui est infirmière auxiliaire, qui fait la rallonge de cils, les pédicures médicales avec les gros problèmes et le maquillage semi-permanent. Aussi? Christine, qui est coach de vie. Et Bertrand Chabrier, qui est ostéopathe. Et Martine, qui fait la prothésiste ongulaire et qui a enseigné pendant plusieurs années à Paris. Alors, on est tous des passionnés. On est tous des travailleurs autonomes, on est tous des passionnés. On en mange tous. On passe beaucoup d'heures. Le salon est toujours ouvert. Ça doit être un critère pour vous quand vous embauchez les professionnels. Il faut être passionné. Choisir mon équipe parce qu'ils ne travaillent pas pour moi. Mais quand on choisit mon équipe, pour moi, le premier contact, le premier 2 secondes, c'est fait. Alors, c'est oui, j'ai une passion, oui, je te sens, oui, j'ai quelque chose qui passe. Alors, oui, j'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe. Ce qui est assez particulier, c'est que vous offrez aussi des soins pour enfants. Oui, bien, je me garde plus que je les garde. Ah, OK. C'est à cause de la gomme ballon, ça? Oui. Moi, peut-être pas la gomme ballon, mais hier, j'ai passé la journée là-dedans, dimanche. Puis samedi, j'en ai fait aussi. Hier, j'en avais 7, puis samedi, j'en avais 5. C'est quoi qui se passe? Le soin, c'est Gummy, c'est ça? Oui, c'est la marque. C'est 2 madames qui ont parti cette ligne-là. Alors, c'est biologique. Aucun parfum, sauf bien sûr la gomme ballon. On fait le soin visage, le soin des pieds, le soin des mains, l'enveloppement, l'exfoliation du dos et des mollets, les mains. Et puis hier, j'avais le massage gommé. Alors, on fait les épaules, la maman. Il y a toujours un parent, bien sûr, dans la salle. Ouais. Et puis, on fait le soin au complet. Puis l'enfant, c'est 45 minutes, mais avec moi, non. C'est 1 heure, 1 heure et quart, parce que je tripe autant qu'eux autres. Les enfants aiment vraiment ça. On dirait, j'ai du mal à imaginer un enfant qui peut rester à pas bouger. Mais c'est parce que je suis rendue avec... ça fait longtemps que j'en fais. Je suis rendue avec 4 générations. Alors, les petites filles, en compagnie, moi, j'ai plein d'enfants qui viennent avec les mamans, là. Puis quand je les vois arriver, puis je les aime tous, puis ils m'aiment tous, hein, on s'en va chez Michel. Alors, quand ils rentrent, c'est certain que je vais leur donner une petite bouteille de vernis, je vais leur donner un petit quelque chose à faire. Fait ils apprennent avec les parents, hein, avec la mère. Fait que plus tard, c'est... Bien, moi aussi, j'aimerais ça en avoir. Fait qu'à Noël, j'ai vendu plus de 45 certificats cadeaux pour enfants seulement. Alors, quand ils viennent, bien, écoute, la salle est toute décorée pour enfants avec les gros posters et tout, le petit bandeau, la couverture gommée, le petit peignoir rose, ils prennent la couleur qu'ils veulent. Alors, je leur fais le soin, puis tout, ça sent gomme ballon. Puis, ils repartent tous avec une petite surprise gommée, un parfum d'ambiance qui s'empeste la chambre pendant une semaine de temps. Et puis, on n'oublie pas les hommes non plus. C'est une bonne clientèle 40 de notre clientèle dans toutes les salles, soit le masso, les pieds et tout, sauf bien sûr les manucures. Les manucures vont se le faire plutôt quand il y a un mariage ou un événement spécial, ou bien nos garagistes. Ceux-là, ils vont se le faire plus souvent. Mais moi, j'ai 40 de ma clientèle, c'est hommes, et les massothérapeutes aussi, et Sandra aussi qui fait les pieds. Beaucoup d'hommes, leur premier soin qu'ils vont choisir, c'est les pieds. Okay. Hein? Même si ça les gêne, souvent, c'est la femme qui va acheter un certificat cadeau. L'homme n'a pas le choix parce qu'il ne veut pas gaspiller. Puis là, à un moment donné, après ça, c'est lui-même qui prend ses rendez-vous. Puis moi, j'en ai beaucoup en laser, en épilation laser. J'en ai beaucoup en des hommes. Donc, c'est ouvert 6 jours sur 7? 6 sur 7, puis même le 7 sur 7 est négociable. Quand c'est des enfants, à la fin de semaine, je tiens à ce que ça soit tranquille dans le salon. Fait que souvent, je vais faire les soins enfants le dimanche. Et les parents, ça les...
Donc, l'électrolyse, clinique électrolyse et spa beauté de Laval sur Saint-Martin. Vous allez voir les informations à l'écran. Et il y a un site Internet aussi fort intéressant, spabeauté.ca, qui a tous les détails là-dedans. Oui. J'ai vraiment aimé le site Internet. Ah, merci, c'est Ouais. gentil. Très, très détaillé. C'est très complet, c'est ce Très que je complet. voulais, et facile. Oui, c'est Pour ça. tous les âges. Pour tous les âges. Merci beaucoup, Michel. Déjà bien impliquée dans diverses organisations à but non lucratif, la compagnie Storage Mart souhaite en faire davantage. Et c'est pourquoi nous recevons aujourd'hui M. Christian Lebouc, directeur régional de la compagnie, pour nous parler de la récente association avec le Centre de pédiatrie sociale de Laval. Bonjour, monsieur Lebouc. Bonjour. Alors, à quoi consiste cette implication avec le Centre de pédiatrie? C'est né dans le fond, on a reçu une liste d'organismes qui avaient besoin d'aide et le centre de pédiatrie est arrivé sous nos yeux, puis on trouvait ça intéressant de s'impliquer avec eux. Donc, on a eu une première approche avec eux. On a été allé visiter leur emplacement, puis c'est là que l'association est née. Et vous avez eu un déclic, il manquait d'espace, donc vous avez décidé de leur prêter des locaux. Tout à fait. On a fait le tour justement du centre de pédiatrie. Là, on a vu qu'il y avait énormément de besoins, soit par des dons, etc., des archives, tout à fait, différents projets qui s'en viennent. Donc, c'est là que notre proposition est arrivée. Et vous avez prêté combien de locaux? Ça a débuté en septembre également, l'association. Tout à fait. On a commencé à évaluer. On a commencé, évidemment, tout petit. On est allé avec un 10 par 20, 200 pieds carrés, qui était suffisant selon M. Cormier, président. Donc, on commence avec un 10 par 20. Et par la suite, on va voir si on peut agrandir avec eux. Donc, l'association se continue, ce n'était pas seulement pour la période du temps des fêtes. Tout à fait. On va faire différentes étapes. On veut les aider à grandir, justement, à se souvenir à leurs besoins. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que ça vous apporte en tant que compagnie, vous, de vous associer comme ça avec des causes? Nous, ça fait 20 ans que l'entrepôt existe dans la région. Des fois, c'est bien de connaître qu'est-ce qui entoure l'entrepôt. L'entreposage, c'est-à-dire. Fait que c'est pour ça qu'on est allé visiter, etc. C'est de connaître qu'est-ce qui est dans notre quartier. Et là, on va parler d'une nouvelle campagne pour le centre de pédiatrie qui n'est pas dévoilée encore. C'est le Review Us on Google+. Exactement. Dans le fond, c'est que nous, lorsqu'un client va faire affaire avec nous, dès le départ, on prône savoir pour nous améliorer des sondages. Donc, on veut avoir l'opinion de nos clients et en retour, on va remettre un 50 $ au centre de pédiatrie. Cet avis-là, ça se fait sur Google, évidemment. Donc, on invite tous nos clients à faire un sondage sur notre service à la clientèle. Donc, vraiment, on remet cette carte-là qui est préaffranchie. On va sur Google, on remplit le sondage et on vous la renvoie par la poste. Exactement. Et c'est un 50 $ directement remis au centre de pédiatrie. Est-ce qu'il y a d'autres activités comme ça qui vont s'échelonner sur la prochaine année, par exemple? Donc, ça va aller avec les différents projets avec le centre de pédiatrie. Évidemment, ils vont nous soumettre leurs besoins. Évidemment, si on peut subvenir à leurs besoins encore, c'est qu'on va cheminer avec eux, on va grandir avec le nombre d'entreposages de pieds carrés qu'on va leur offrir. Ça va nous faire plaisir. Jusqu'à présent, ça va super bien. On est content de l'association. Je me suis aussi impliqué pour la guignolée. Je suis allé avec la belle gang du centre de pédiatrie ramasser des fonds au Canadian Tire. Donc, ça a été aussi, j'ai vraiment connu la gang du centre de pédiatrie. Donc, il se crée des liens à un moment donné qu'on veut perdurer. Tout à fait. Et vous avez reçu une liste au départ d'organisations qui voulaient votre aide, en fond, que vous les appuyez. Pourquoi avoir choisi le Centre de pédiatrie Laval pour les enfants? C'est que, évidemment, il y a différentes causes, puis sont toutes nobles, évidemment. Oui. On pourrait donner à plein de monde, mais évidemment, les enfants, moi j'en ai personnellement, donc ça me tient plus à cœur comme je vous dis, il n'y a pas de mauvaise cause, mais c'est venu plus nous chercher. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers eux. Là.
Bien, les enfants, c'est l'avenir de demain. Tout à fait. Donc, on Exactement. doit aussi leur permettre de bien évoluer, de bien socialiser. Et c'est vraiment un peu ce que fait le Centre de pédiatrie Laval. Donc, si on veut plus d'informations sur votre compagnie, Storage Mart, c'est storage-mart.com ou encore pour les différentes activités sur le site du Centre de pédiatrie sociale de Laval au cpslaval.org. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette association, puis on vous souhaite un bon partenariat avec l'organisation. Bien, merci. Nos deux prochaines invitées font partie d'un collectif de 5 jeunes filles du secondaire 5 de l'école Horizon Jeunesse et elles ont tourné un documentaire ou une petite vidéo qui a pour nom « En action » pour une image corporelle diversifiée. Il s'agit de Gladys Guimbard et Minga Tombor. Bienvenue à la Vallée Compagnie, les filles. Bonjour. Merci. C'est un sujet tellement chaud, la diversité corporelle. D'ailleurs, nous sommes un bel exemple de cette diversité-là, n'est-ce pas? Vous l'avez diffusé dans votre école à l'auditorium le 15 janvier dernier. C'était quoi l'accueil des élèves à l'école? Bien, ils ont été très réceptifs à notre message, à notre vidéo surtout. Et puis, on a vraiment senti qu'ils ont vraiment apprécié notre présentation. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec cette vidéo-là? Parce qu'on sent bien sûr qu'il y a un message à travers tout ça. Oui, on s'est adressé à des personnes dans la rue. Nous aussi, on a des messages importants à transmettre, mais on voulait savoir l'avis des gens qui nous entourent. Fait qu'on est allé à Montréal, au centre-ville, où il y avait un défilé de mode. Puis on voulait savoir l'accueil des gens face à ça, comment ils se sentaient et tout. On voulait vraiment avoir l'opinion des gens. Est-ce que c'est un sujet épineux encore, la diversité corporelle? Ça l'est de moins en moins parce que les gens se mettent encore plus dedans. Par exemple, il y a des mannequins de taille forte qui sont plus présents, comme la mannequin dans Elle, Ashley Graham, ou il y a aussi des célébrités qui refusent de perdre du poids pour rester en santé de plus en plus. Puis la diversité corporelle est célébrée un peu plus chaque jour. C'est quoi le rapport que l'on a avec d'autres élèves quand on mesure 6 pieds comme vous? Bien, c'est clair que quand on n'arrive pas à vivre avec, on se sent différent, on se sent exclu. On se demande pourquoi on ne ressemble pas à tout le monde. Surtout moi, je fais 6 pieds. C'est normal que je ressors un peu du lot. Donc, il faudra apprendre à vivre avec ça, à s'accepter, nos différences et tout ça. Ça a été quoi, disons, peut-être le grand apprentissage que vous avez vu à travers vos tournages? Durant nos tournages? Notre tournage. En fait, c'était les personnes qui défilaient. On avait filmé des personnes qui défilaient. C'était des jeunes qui avaient soumis des lettres à un concours. Puis, comme prix, s'ils avaient le choix de défiler avec des vedettes. Et notre plus grande surprise, c'était de voir à quel point eux aussi, ils étaient engagés. C'était des jeunes qui étaient plus jeunes que nous. Ils avaient 14 ans, ils avaient 13 ans. Ils étaient très engagés. Ils avaient des lettres qui étaient très émouvantes. Puis c'est ce qui nous a le plus surpris. Est-ce qu'il y a encore de l'intimidation si on sort un peu du moule? Bien, parce que dans notre société, il y aura toujours un idéal qui soit grand, mince, gros. Même si l'idéal devient, c'est les gens gros qui sont à l'honneur, bien, il y aura toujours des gens qui seront exclus de ça. Donc c'est pour ça que nous, notre message, c'est que tout le monde est beau, peu importe leur gabarit ou leur couleur, etc. Par où va passer le changement, selon vous? Le changement, ça va passer par une personne à la fois. C'est pour ça qu'on est là pour faire le premier pas. Peut-être qu'un jour, il y aura une loi qui interdise certaines modifications dans les photos ou une loi qui oblige d'inclure des personnes dans des photographies. Mais pour l'instant, on espère toucher des gens, une personne à la fois, puis qu'ils changent d'opinion ou qu'ils s'aiment eux-mêmes. Puis pour ça, on aimerait diffuser notre message au plus de gens possible, comme en parlant dans les médias, en parlant dans notre école, en faisant des vidéos, puis avec Internet, tout ça, ça va nous aider. Améliorer son estime de soi, peu importe la forme dans laquelle on arrive, c'est ça? Oui.
On sent que ça, c'est la première phase de quelque chose d'autre à venir avec votre vidéo. Vous voulez faire quoi ensuite pour continuer de changer les perceptions des gens? Là, on est en réflexion en ce moment parce qu'on pensait à faire des conférences dans des écoles pour aller directement parler aux jeunes pour savoir ce qu'ils pensent sur le sujet. Ça, ce serait la prochaine étape, mais là, on est toujours en réflexion pour savoir ce qui va se passer. Ça va sûrement arriver. Sûrement, hein? Sûrement. Parce qu'effectivement, on est rendu là maintenant. On le voit d'ailleurs avec des publicités à la télévision où on voit justement des gens de différentes formes. Parce que la beauté, ça vient dans différents formats. Vous êtes en secondaire 5. Oui. Est-ce que vous voulez continuer dans cette veine-là? Dans cette veine. C'est-à-dire avoir une conscience sociale importante? Ça, c'est très, très important. Donc, moi, je pense que oui, mais peut-être que je ne dirais pas en marketing ou en politique. Mais je trouve que c'est important que quand même qu'on soit sensibilisé sur des trucs comme ça. Puis si on a la possibilité de faire des actions, ben il faut le faire. J'espère qu'on va voir votre vidéo un peu partout parce qu'elle tombe tout à fait à point. Merci beaucoup. Alors, Ouais, il faudra chercher sur des moteurs de recherche, mais il y en aura. Donc, en action pour une image corporelle diversifiée. Félicitations non seulement à vous deux, mais aussi les trois autres. Leurs noms sont? Il y a Daphné Quash, Caroline Gorka et il y a aussi Héloïse. Il y a Camille Gagné, il y a aussi Héloïse Emery. Elle n'est plus avec nous, mais elle a participé grandement au lancement du Puis il y a un projet. professeur qui vous a aidé là-dedans aussi, hein? Oui, M. Pierre Baillargeon. Monsieur Pierre Baillargeon. Merci. Merci les filles. Merci. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier 213, notre atelier de sculpture, galerie d'art, bref, plein d'affaires, avec Madame Louise Lemire, la présidente. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bien, merci tout d'abord de nous recevoir ici. Donc, l'atelier, en fait, parle-nous un peu de l'histoire de l'atelier. Comment ça a commencé? L'atelier, ça a 35 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé très lentement, même avec des sculptures qui étaient en ciment. Mais présentement, là, son médium, c'est la pierre et le bronze. Donc là, c'est ce qu'on a développé, la machinerie aussi, les compresseurs, tout s'est rajouté là, pour en faire un atelier basé sur la pierre et le bronze. On a aussi des fours pour le verre, mais ça, c'est comme à l'état un petit peu plus expérimental. On n'est pas encore... ce volet-là n'est pas vraiment développé, là. D'accord, donc vous nous parlez de machinerie. Ici, on est sur 3 étages. Pouvez-vous nous expliquer un peu le fonctionnement, en fait, pour un sculpteur qui viendrait ici, qui est membre, bien sûr, qui voudrait faire de la sculpture ici à l'atelier 213? C'est ça. Après, les 3 étages sont vraiment utilisés là, pour la sculpture. Comme au sous-sol, on va faire les pièces plus petites en pierre. On travaille la pierre au sous-sol à cause de la poussière et tout. Les compresseurs, c'est en bas. À l'étage, au rez-de-chaussée, là, on va travailler les moules, les cires puis les patines pour le bronze. Donc, on n'a pas de fonderie. Et les fours à verre sont aussi à cet étage. Puis là, ici, bien, présentement, on est la galerie. Là, on permet de présenter les pièces de nos sculpteurs. C'est une façon de... Si les gens veulent venir nous voir aussi, ils peuvent téléphoner puis prendre un rendez-vous, puis on peut présenter la galerie. La galerie qui est quelque chose de nouveau, vous m'avez dit, c'est depuis 2010, si je ne me trompe pas. Ça, c'est plus récent, la galerie, parce qu'on se demandait comment... Parce que ici, vu qu'on travaille, les pièces, quand elles sont terminées, les gens repartent avec. Donc, personne ne voyait jamais le travail fini. Fait qu'on s'est dit, bien, avec une galerie, comme ça, là, on peut au moins présenter un peu ce qui se fait ici. Donc, c'était ça, le développement de notre galerie. Et c'est n'importe quel sculpteur ici qui peut exposer dans la galerie. C'est tous nos sculpteurs, là, les gens qui sont membres. Donc, bien, pour être membre, naturellement, on n'arrive pas un matin et on cogne. Non, bien, ça demande quand même des connaissances parce que ici, vu que c'est un atelier de production, on ne donnera pas les... Il faut connaître, avoir fait de la sculpture avant. Pas nécessairement de la pierre, ça peut être seulement que l'argile, c'est-à-dire connaître la 3e dimension ou avoir un bac en art. Ça, c'est les premières étapes. Puis après, quand vous voulez devenir membre, on donne des ateliers, mais ça va être sur l'utilisation des outils, les techniques là, de travail. Donc, on ne s'occupe pas de la 3e dimension. D'accord. Donc, moi, si je veux commencer à faire de la sculpture, je dois quand même travailler une base chez moi, connaître les connaissances de base toute seule et ensuite venir me perfectionner à l'atelier. C'est ça. Donc, d'ailleurs, vous allez être obligé de nous présenter des pièces faites en 3 dimensions. Bien, ça peut être à partir de l'argile, ça peut être à partir de styrofoam, ça peut être du bois aussi.
Puis, admettons qu'on a un sculpteur sur bois qui, lui, désire aller travailler de la pierre, bien, il peut venir. Là, nous, on va élargir, c'est là que le côté technique d'outils et technique de travail de pierre va être important. C'est ce qu'on donne ici. Et vous me parliez tantôt d'un sculpteur qui serait plus expérimenté peut venir ici chercher, en étant membre, bien sûr, les outils pour travailler, pour se perfectionner, peut venir les tester, apprendre à travailler avec ces outils-là. Bien, si tu es en premier, il faut être membre. Un coup, on est membre, on peut utiliser des outils que nous, on prête. C'est-à-dire les marteaux à air, surtout, parce que c'est vraiment dispendieux. Donc, de cette façon, il apprend à utiliser les marteaux, puis si vraiment c'est ce qu'il veut, après, il peut aller chercher lui-même ses propres outils. Tandis que si on dit, bien, achète-toi un marteau, ça n'a comme pas beaucoup de bon sens. Si tu ne sais même pas si tu vas aimer travailler de la pierre. Parce qu'il y a vraiment une différence entre travailler le bois et travailler la pierre. Là. On n'est pas du tout dans le même domaine, parce que il n'y a pas de pardon dans la pierre. Hein? Si le morceau est parti, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, c'est une bonne façon pour un Lavallois de développer ses compétences en sculpture. Oui, c'est ça. En plus, bien, on est entouré d'autres sculpteurs, puis on a une grande partie de nos sculpteurs qui sont professionnels. Donc, c'est facile d'avoir des conseils ou des gens qui vont échanger avec toi, ils vont t'aider ou vont t'expliquer. Donc, tu te sens moins seul avec ton médium, là. Tu es quand même entouré de d'autres. Et merci de nous avoir reçus ici aujourd'hui et de nous avoir montré la galerie d'art. C'est très gentil. Pour quelqu'un qui va avoir plus d'informations, on peut aller sur le site Internet. C'est ça. Ça s'appelle sculptureatelier213.ca. Puis en même temps, ils peuvent voir chaque artiste sur une page qui lui appartient. Donc, il y a des œuvres. Puis c'est un peu sa démarche. Puis en même temps, on explique la façon de procéder pour si quelqu'un veut devenir un membre. Mais c'est merveilleux. Merci beaucoup. C'est à toi. À bientôt. Merci. Il n'y a pas que le décor qui change à TV Laval, il y a aussi nos émissions. Et le mois prochain, vous allez avoir droit à une nouvelle émission qui a pour nom Justice citoyenne. J'ai, dans le cadre de Laval et compagnie, le plaisir de le recevoir à chaque semaine pour qu'il nous parle d'un des différents sujets. C'est Maître Sylvain Lamarche et il est spécialisé en droit du travail, de la santé et en droit social. C'est bien ça, Sylvain? C'est exact. Cette semaine, on aborde le sujet de l'utilisation des réseaux sociaux sur le site du travail. Oui, on sait que depuis à peu près quelques années, les gens travaillent de leur poste d'ordinateur et aussi ont des pages Facebook, des comptes Twitter, des MySpace et des Instagram. Et on se demandait depuis plusieurs années, est-ce que ces informations-là qui sont diffusées sur les sites, les réseaux sociaux, sont utilisables en preuve par les employeurs? Et effectivement, la loi prévoit qu'il y a une possibilité pour les employeurs d'avoir accès aux ordinateurs, à votre compte Facebook et à ce qui est publié dans les réseaux sociaux. Et comment ils font ça, s'ils n'ont pas mon mot de passe? Ah, bien là, il y a plusieurs stratagèmes qui peuvent être existés, mais là, n'est pas nécessairement le point. Le point, c'est que les personnes ne font pas garde nécessairement, les travailleurs ne savent pas qu'à partir du moment où est-ce que c'est publié sur les réseaux sociaux, ça devient de la sphère du public. OK, là, vous voulez dire le contenu de ma page Facebook ou de mon compte Twitter? Exact. Alors, okay. ça peut devenir au niveau public. Donc, ça fait partie de la sphère. Ah, oui, ça devient du domaine public. Du domaine public. OK, je comprends. Là. Et l'autre chose, au niveau de l'utilisation des postes d'ordinateur, l'employeur peut aussi aller regarder l'utilisation que vous faites sur l'Internet, exemple. Pendant que vous êtes au travail. Exact. L'Internet. Et vérifier. Finalement, l'objet, c'est pas vraiment qu'on est dans une période d'abus nécessairement de procédure, mais on va voir que ça va être utilisé pour, exemple, savoir si vous êtes effectivement invalide, si vous recevez l'assurance invalidité. Vous avez une petite vidéo en train de danser, c'est pas une bonne idée. Vous allez dans le Sud, envoyez sur mon compte Twitter, et puis que vous êtes présentement à la plage. Il y a beaucoup qui se font prendre comme ça. Exactement. Ben oui, tant mieux d'ailleurs. Ou vous êtes en colère, vous finissez le travail, et puis vous envoyez des propos qui ne sont pas très... votre patron, oui. Donc, c'est pas nécessairement une bonne idée. L'autre chose aussi, c'est vous êtes un travailleur qui a des secrets industriels ou un savoir-faire de l'entreprise et vous
comptez peut-être vous partir une business, concurrencer votre employeur. Donc, à ce moment-là, on pourrait voir l'utilisation que vous avez faite des listes de clients ou, exemple, des compétiteurs où vous avez navigué avant la fin de l'emploi. Donc, ce sont tous des éléments qui permettent finalement l'utilisation des informations. Est-ce qu'un employeur a le droit de m'empêcher d'aller sur les réseaux sociaux? C'est évident qu'au niveau de votre charge de tâche, vous avez une obligation, un lien de subordination et que vous devez respecter la tâche pour laquelle je suis payé. Pour laquelle vous êtes payé sur les lieux de travail. Bien sûr. Maintenant, non, au niveau personnel, vous avez le droit d'utiliser les réseaux sociaux au niveau personnel à la maison. Mais sur l'heure du travail, ça pourrait être considéré comme étant du vol du temps, du vol de temps. OK. Alors, et quelqu'un qui fume, c'est la même chose aussi, non? Donc, à ce moment-là, c'est sûr que si ça ne rentre pas dans votre tâche, dans votre application de vos exigences de travail, c'est sûr que ça pourrait être considéré comme du vol de temps. Est-ce qu'on se sert de plus en plus de ces arguments-là contre des employés? Ce que présentement on note, c'est qu'il y a de plus en plus la possibilité pour les employeurs d'avoir accès à ces informations-là. Et il y a une pléthore d'informations maintenant qui peuvent être utilisées en cours. Et la question qui se pose, est-ce que c'est recevable devant les tribunaux? Exactement. Donc, il y a des législations présentement qui considèrent que l'information sur support électronique est recevable et admissible en preuve. Bon, est-ce que c'est élargi? Est-ce qu'il y a des balises? Est-ce qu'il y a des limites? Oui, bien sûr qu'il y a des limites sur l'utilisation des informations qu'on va prendre. Le respect à la vie privée existe encore. Oui. Et il faut qu'il y ait quand même des motifs raisonnables de croire que le salarié en question a commis un impair ou une faute pour pouvoir y avoir accès. Bon, bien, voyez-vous, l'émission Justice citoyenne, c'est ça. Toutes les semaines, on aborde des questions de droit social, de droit de santé et de droit au travail. Vous avez un cas, vous pouvez le soumettre en ce moment même pour qu'il soit traité dans l'émission de Maître Lamarche. Alors, vous n'avez qu'à lui écrire à justicecitoyenne@tvrl.ca et vous allez en discuter avec différents intervenants dans le cadre de votre émission, n'est-ce pas? Effectivement. Et notre émission, on va avoir l'occasion d'avoir des invités qui œuvrent, dont la mission est de défense et la promotion de certains droits, dans des sujets particuliers, comme dans ce cas ici, le droit de travail et les médias sociaux. On va pouvoir explorer différentes problématiques, des mises en situation et former, informer et tenter peut-être de transformer la situation pour s'assurer d'un respect des droits. Faites juste pas oublier que votre page Facebook ou votre compte Twitter, c'est du domaine public. Merci, Sylvain. Sylvain. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Mon invité est très médiatisé partout dans la province jusqu'au Nouveau-Brunswick depuis le 2 novembre dernier, suite au lancement de son livre « Se faire à l'idée ». C'est une jeune hypnothérapeute, une conférencière, une auteure qui a gagné sa sagesse bien avant son temps. Mesdames et messieurs, ça me fait grand plaisir de vous présenter Valérie Deslandes. Bonjour Valérie. Bonjour Samiline. Ça va bien? Très bien, merci. Écoute, Valérie, comment ça t'est venu, toi, d'écrire ton livre? Bien, en fait, j'ai vécu un événement il y a 9 ans et demi maintenant. Le décès de mon père, ça a été un événement très tragique dans ma vie. Et puis, dès le lendemain matin, je me suis mis à mettre sur papier comment je me sentais. Donc, ça fait très longtemps que j'écris ce livre-là. Et avec les années qui ont avancé, la perte de contrôle de ma vie à l'intérieur de mon deuil, j'ai moi-même consulté. Et après avoir consulté, je me suis mis à corriger mon livre, le réécrire, et ça donne le produit d'aujourd'hui suite à des études en psychologie. Donc, ce livre-là a été corrigé. 3 ans d'ailleurs, hein? Oui, 3 ans de consultation, 3 ans d'études en psychologie. Donc, le livre a été réécrit plusieurs fois et ça donne le produit maintenant. C'est génial. Écoute, tu disais que c'était dès le lendemain que tu as commencé à écrire. Donc, on ressent quoi à ce moment-là? Parce que tu étais toute jeune. On peut le dire. Oui. Tu es très jeune, tu as 26 ans, mais tellement de sagesse. Et quand ça s'est produit, tu avais à peu près 17 ans. J'avais 17 ans, oui, exactement. Et ce sentiment-là
commencé à habiter à l'intérieur de moi. C'est un sentiment que j'avais jamais vécu et je ne comprenais pas ce que je vivais. C'est la raison pour laquelle je mettais tout sur papier. Ça me permettait d'extérioriser toute cette douleur-là, cette souffrance-là. Et avec les années, bien, j'ai compris qu'est-ce qui s'était vraiment passé à l'intérieur de moi. Est-ce que tu savais que ça allait devenir un livre ou tu faisais ça plus pour des mémoires, question de pouvoir sortir tout ça? Au début, c'était vraiment pour des mémoires. Ensuite, ça s'est transformé pour sortir ma colère. Il y a d'ailleurs une version du livre qui a été brûlée en entier. C'est une version que j'ai pas gardée. Ça m'a servi de thérapie au début. Et puis, tout ce que j'ai réécrit par la suite, c'était dans la compréhension de ce qui m'arrivait. Tu sais, tout le monde sera d'accord avec moi, on vit toutes des deuils à un moment donné ou à un autre. Tu es hypnothérapeute, entre autres, et c'est ce qui te permet aussi de pouvoir t'extérioriser par rapport à tout ça au niveau du deuil. Pourquoi on choisirait l'hypnothérapie plus qu'une autre forme de thérapie La thérapie par l'hypnose, ce que ça peut apporter, c'est vraiment de changer la dimension du deuil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir envie de développer une certaine spiritualité qui est très différente de la religion ou de d'autres choses qui est expliquées pour traverser le deuil. L'hypnothérapie aussi nous sert à créer une zone de calme et de confort à l'intérieur de nous et donc on peut développer beaucoup plus facilement une autonomie à travers notre cheminement. Donc, c'est pas de faire des thérapies sur des années, mais plutôt quelques rencontres, apprendre à devenir autonome au niveau de notre cheminement à l'intérieur de nous et avancer dans notre travail par nous-mêmes, même dans le deuil. Même dans le deuil. Même dans le deuil. Surtout dans le deuil. Surtout dans le deuil. Surtout dans le deuil, oui. Parce que c'est quand même des grosses cicatrices. Oui. Écoute, je le demande à tout le monde et je t'ai demandé lors de notre conversation téléphonique qu'est-ce qui était important pour toi qui ressorte de cette entrevue-là. Oui. Et tu m'as répondu que ce qui était important, c'est que les gens sachent à quel point ton livre est différent de d'autres livres sur le deuil. Absolument. Explique-nous. Oui. Ce livre-là est différent, en fait, parce que tous les ouvrages qui ont été faits sur le deuil jusqu'à maintenant sont divisés en phases de deuil. Donc, le deuil est mis surtout dans un moule jusqu'à aujourd'hui. Et puis, moi, dans mon livre, je sépare le deuil en émotions négatives qu'on vit dans le deuil. Pour en nommer quelques-unes, tristesse, culpabilité, impuissance, peur, rejet, abandon, ennui, bon, tout ça, c'est des émotions qu'on vit aussi dans notre vie à l'extérieur du deuil. Donc, ce que j'amène aux gens, c'est de pouvoir identifier leurs émotions négatives pour ensuite pouvoir les gérer et les libérer. Donc, encore là, je reviens au travail d'autonomie. Quelqu'un peut commencer ou terminer son travail de deuil avec ce livre-là, en plus d'autres choses comme la thérapie, tout dépendant où la personne est rendue dans son deuil. Donc, la recherche d'autonomie, c'est ce que je veux amener aux gens. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que dans ton ouvrage, tu donnes des exemples personnels. Tu t'ouvres vraiment pour que les gens puissent bien comprendre ce que tu veux dire quand tu leur expliques une étape en particulier. Bien, quand on écrit un livre sur la psychologie, d'amener des exemples pour illustrer ce qu'on dit, je pense que c'est essentiel pour que la personne comprenne bien où est-ce qu'on veut aller. Le cerveau humain, c'est pas quelque chose de toujours facile à comprendre, mais il y a moyen de le comprendre. Donc, mon livre est facile à lire. J'ai vulgarisé tout ce qu'il y avait à être vulgarisé pour vraiment bien comprendre et que ce soit pas compliqué. Et d'ailleurs, j'ai une clientèle adolescente qui peut très bien lire ce livre-là facilement. Génial. Bien, écoute, Valérie, merci beaucoup. Pour rejoindre Valérie, c'est au 514-238-9613. Et vous avez les adresses de Facebook et son adresse email aussi à l'écran, hypnovaldes.com. Valérie, merci. Merci beaucoup, Sameline. Épisodiquement, elle nous fait réfléchir sur des grands enjeux de la société. D'ailleurs, elle est l'ex-députée de la circonscription de Sainte-Rose et elle a été aussi adjointe parlementaire à la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Elle est maintenant présidente, directrice générale de Jeunes entreprises du Québec, Suzanne Proulx. Merci d'être ici à Laval et compagnie à nouveau. Bonjour, Éric. On parle de l'immigration. Oui. Sujet chaud. Très chaud en ce moment. On pourrait même dire d'actualité. Comment voulez-vous aborder ce sujet-là, Suzanne? En fait, moi, j'aimerais ça prendre quelques instants pour, justement, comme vous le disiez, faire une réflexion sur notre responsabilité comme société par rapport à l'intégration de nos immigrants. C'est un très grand défi, vous savez, l'intégration des immigrants. C'est un défi au niveau économique, c'est un défi au niveau social, au niveau politique.
Et à mon sens, ça devrait être une priorité gouvernementale non seulement pour le ministère de l'Immigration, mais pour l'ensemble des ministères. Cette dimension d'intégration devrait être, pour prendre un mot à la mode dans le système d'éducation, devrait être une priorité transversale. C'est-à-dire que chacun des ministères devrait se donner les outils, les moyens pour favoriser l'intégration des immigrants, chacun dans son terrain de jeu, si je peux dire. Vous dites devrait parce que vous constatez qu'il n'y a pas grand-chose de fait ou quoi? En fait, je constate qu'il se fait bien des choses parce que, bien sûr, j'entends déjà des gens des différents ministères dire oui, on le fait. Bien sûr qu'il se fait des choses. À l'évidence, il y a certains constats qu'on ne peut pas faire autrement que d'adresser, si je peux dire, le taux de chômage. Le taux de chômage, si on regarde le taux de chômage chez les immigrants au Québec et qu'on le compare au taux de chômage des Québécois, du Québec en général, le taux de chômage est beaucoup plus élevé. Et quand on regarde le taux de chômage chez les immigrants d'origine maghrébine, le taux de chômage est encore beaucoup plus élevé que celui des immigrants. On a, à l'évidence, un défi et je pense qu'on ne peut faire l'économie d'adresser cette question. Est-ce que, dans le fond, une partie de la solution, c'est bien sûr l'intégration, mais aussi le choix que l'on fait, les immigrants qui viennent ici, qui vont peut-être mieux s'adapter? Oui. Alors, c'est une question fondamentale. Comment, vous savez, la gestion de l'immigration, ça part de là. Ça part de la sélection des immigrants. Alors, il existe toutes sortes d'outils, des grilles de sélection, mais je pense qu'on devrait s'assurer, avant même que les immigrants n'arrivent ici, de les sélectionner en fonction, bien sûr, on les sélectionne avant qu'ils arrivent, mais de les sélectionner en fonction de leur profil, en fonction des besoins du marché du travail ici, pour s'assurer de leur offrir quelque chose. Parce que à sélectionner des immigrants, les accueillir, mais finalement qui se retrouvent au bout de 5-6 ans sans avoir pu encore intégrer le marché du travail, c'est un grand problème. Et ils viennent agrandir le bassin de pauvreté de gens qui dépendent de l'État pour vivre à ce moment-là. Oui. Et moi, je pense qu'une autre voie possible, c'est la régionalisation. C'est-à-dire, on devrait, avant même leur arrivée, les informer encore beaucoup plus qu'on ne le fait sur toutes les opportunités qui existent dans nos régions. Parce qu'il n'y a pas juste les centres urbains qui offrent des emplois. Et le phénomène de chômage, il est très présent dans les grands centres urbains lorsque tous les immigrants convergent vers Montréal, Québec, plus Montréal. Mais il y a énormément de potentiel et de possibilités et de besoins au niveau des marchés du travail régionaux. Et ces liens-là, ils sont à créer, ils sont à faire. Il y a quand même des gens qui sont ici, qui sont difficilement intégrables. On fait quoi avec eux? En fait, c'est une excellente question et je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Je pense que la réponse, elle viendra de l'ensemble de la société. Pour moi, c'est une responsabilité de la société et non seulement des gouvernements, mais de toutes les parties prenantes de la société. Et j'avais une réflexion, je discutais avec quelqu'un qui me parlait de bénévolat. Vous savez, on a des grands besoins dans nos organismes. On a des grands besoins de bénévoles. Et quelle belle façon pour les nouveaux arrivants d'intégrer, de s'approprier les coutumes, les mœurs, de créer des liens avec des gens de la société d'accueil. Je dois absolument vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de la Charte de la laïcité à ce moment-là? Vous savez qu'on l'appelle charte, qu'on l'appelle projet de loi. Je pense qu'on doit absolument prendre action. Je pense qu'actuellement, on ne peut plus continuer comme ça, uniquement avec le statu quo, parce qu'il y a des effets pervers à tout ce qui se passe actuellement. Si on veut vraiment éviter la discrimination, si on veut s'assurer d'avoir une meilleure compréhension mutuelle, une meilleure harmonie, on doit se donner les moyens, et on doit se donner les moyens en légiférant. On est rendu là, et je pense que ça peut prendre différentes formes, là, oui. Mais je pense qu'on est rendu là. Parlant d'harmonie, ça prend de l'harmonisation. Donc, c'est peut-être une des façons par lesquelles on peut passer. Puis aussi, bien sûr, le reste, c'est l'intégration. Peut-être avoir une plus grande ouverture. Oui, tout à fait. Merci, Suzanne. Merci à vous, Éric. À la prochaine. Mordecai est une nouvelle comédie policière sortie le 23 janvier dernier mettant en vedette Johnny Depp et Gwyneth Paltrow. Bonjour Nicolas Vincent. Salut. Ça va bien?
Oui, et toi? Oui, très bien. Écoute, je pense que ce film-là n'a pas eu des critiques incroyables et Johnny Depp a l'air un peu sur une pente descendante. Là. Ça va pas bien, son affaire. Ça va pas bien. C'est plus que ça, c'est une catastrophe. À ce point-là? À ce point-là, c'est le 4e flop en ligne pour Johnny Depp. Non, excuse, le 5e flop en ligne. Si on se rappelle bien, en 2013, quand il a joué dans le film Lone Ranger, bien, Lone Ranger a été un des plus gros flops de tous les temps. Je pense que c'est le 4e jusqu'à date. Et jusqu'à présent, le film Mordecai, l'espèce de comédie policière, si vous aimez Pink Panther, bien, vous allez peut-être aimer ça, quoique c'est un film qui aurait eu des meilleures réactions dans les années 90, je pense. Donc même pas pour la bonne date. une grosse vedette comme lui, il doit être un peu en panique, là, quelque part. Je ne sais pas s'il le comprend, qu'il doit être en panique présentement. Écoute, le film a eu des critiques absolument horribles. Mais bon, en même temps, ils ont pris une chance. 60 millions de budget avec Johnny Depp. OK, dans le pire des cas, tu rentres dans ton argent. Mais non, dans ce cas-là, la première fin de semaine de sortie, le film a fait 4 millions de dollars. Il a commencé au numéro 9. Et d'ici à ce que cette chronique-là soit présentée à la télé, moi, je suis persuadé que le film sera plus du tout à l'affiche, ou peut-être qu'il va rester dans une salle ou deux au Québec, mais le film va disparaître extrêmement rapidement. Et c'est la pire entrée pour Lionsgate, qui sont les producteurs de ce film-là. C'est la pire entrée pour Johnny Depp depuis Lone Ranger. Si on prend Rum Diary, qui a fait en 2011, qui a été un flop aussi, tout ce qu'il a fait depuis les 4 dernières années, ça n'a pas vraiment bien marché. Donc, ce qui se passe pour Johnny Depp, là, pour l'avenir, disons, il faudrait qu'il reste dans des rôles très conventionnels, mais par rapport à lui. Mais jusqu'à date, le futur semble positif pour lui parce qu'il est en train de jouer dans Alice au Pays des Merveilles 2. C'est une franchise maintenant, donc c'est bien pour lui. Et il va jouer dans le prochain Pirates des Caraïbes. Je pense que le film va sortir en 2017. Donc, une autre franchise, c'est bon pour lui. Donc, il faudrait qu'il reste un petit peu low profile quand même d'ici à ce que ces films-là sortent pour remonter un peu la pente. Je pense qu'avec ce film-là, même, on espérait créer une autre franchise à succès. Oui, tout à fait, parce que c'est basé sur une série de livres. Ça fait que donc, bon, on peut créer un genre de Dustin Tower, là, tu sais, avec plusieurs suites. Oui, ça aurait pu être comme ça, mais je ne pense pas du tout que ça va arriver. Même Transcendance, l'année passée, le film avait à peine rentré dans son argent. Ça va pas bien du tout pour Johnny Depp, mais en même temps, il prend des chances. On peut pas y en vouloir. Si on prend à l'inverse Bruce Willis, qui a pris des chances avec plusieurs films, comme par exemple Le Sixième Sens en 99, c'était pas le genre de film qui pognait à cette époque-là. Puis le réalisateur, M. Night Shyamalan, il était absolument pas connu. Donc, ça aurait pu être bien, ça aurait pu être mal. Bruce Willis a pris une chance. Dans le cas de Johnny Depp, c'est la même chose, mais ça marche pas. Est-ce que c'est vraiment mauvais ou la date de sortie n'a pas aidé? Moi, je pense... C'est un mélange des deux, peut-être, parce que là, fin janvier, c'est pas l'idéal. Non, mais le film était supposé sortir bien avant ça. La date a été repoussée, finalement, au mois de janvier. Et quand la date du film est repoussée au mois de janvier, bien... C'est un signe. C'est pas bon signe du tout. C'est le signe comme on sait pas quoi faire avec, on le sait que ça sera pas bon. Et la preuve que je suis persuadé que les studios le savaient que c'était pas bon, il n'y a pas eu de visionnement de presse un mois avant le film ou quelques semaines avant. Souvent, c'est ce qui se passe quand les studios sont confiants de leur film. Bien là, il y a des visionnements de presse, les critiques peuvent le voir, et là, il y a un bouche-à-oreille, il y a un buzz qui se crée. Et là, quand le film sort, bien, tout le monde se garoche pour le voir. Mais dans ce cas-ci, il n'y a rien qui s'est passé, on n'a pas entendu parler, on voyait les bandes annonces, mais on n'entendait pas parler de critiques, donc c'est un autre signe aussi. C'est comme s'ils se sont dit, on va le sortir un petit peu incognito, faire notre argent vite fait, puis on n'entend plus parler. Oui, c'est quasiment ça. On va pas trop faire de promo ou quoi que ce soit. C'est ça. Combien qu'on peut se faire d'argent d'ici à ce que les critiques le regardent en même temps que les gens puis disent, s'il vous plaît, non, n'allez pas le voir, c'est pas bon. Bien, écoutez, peut-être que ça va devenir un culte, un film culte tellement que c'est mauvais. Hein? Qui sait, ça arrive parfois. Merci beaucoup, Nicolas. Eh bien, voilà qui conclut notre émission. Vous aimeriez que l'on parle de vos événements, votre entreprise, votre association ou regroupement? N'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de Laval et compagnie. Oui, vous pouvez le faire soit par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube.
Bien, merci à tous nos invités, bien sûr nos chroniqueurs et également notre équipe de réalisation et de production. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.